Bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier consacré à la lutte, non pas des classes, mais à la lutte des castes, qui va être un sujet prégnant. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mes petits singes, mes trois petits singes de la sagesse et moi-même, nous vous souhaitons, de même que mes poules et mes chats, la bienvenue dans ce grenier, dans ce nouveau grenier de l'écho, consacré à un sujet passionnant, vous allez voir, parce que je pense jamais aborder de cette façon-là, donc de la lutte des classes à la lutte des castes. Comment sauter de caste, évidemment référence au fait de changer de classe, évidemment, donc de classe, sauter une classe, c'est quelque chose qui peut sembler positif à beaucoup de parents pour gagner du temps pour leurs enfants. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, mais là, ça va être plus patrimonial. Changer de caste, c'est patrimonial, mais pas que, et vous allez voir, je vous emmène dans ce voyage entre classe, caste, et le premier qui en parle, c'est Warren Buffett. Et regardez ce que dit Warren Buffett il y a quelque temps. Warren Buffett, il dit « Les riches ont gagné, il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre et nous gagnons. » C'est très direct comme phrase. C'est rarement exprimé de manière aussi crue, aussi direct. Il y a bien sûr une lutte des classes. Cette lutte des classes, n'est pas juste une lutte des classes, non, c'est une guerre. C'est la classe des riches qui fait la guerre. Elle l'a fait à qui? À tous les autres, pas que les pauvres, à tous les autres. Et c'est nous qui gagnons. Ici, le problème, vous devez bien comprendre que ce n'est pas la richesse. Le problème n'est pas la richesse dans la lutte des classes. La lutte des classes est un problème politique majeur qui se pose quand une classe, ici les riches, confisque le pouvoir et devient une caste. Et c'est la négation de nos institutions, et justement, nous allons y revenir, mais vous devez bien comprendre cette distinction dès le départ. La lutte des classes cache la création d'une caste, et une caste, quand elle s'arroge le pouvoir, c'est évidemment la négation de nos institutions, de la Déclaration des droits de l'homme, des principes vieux comme la Révolution française. Et c'est passionnant, et nous allons y revenir, parce que c'est vieux comme les principes des Lumières, et quand une caste s'arroge les pouvoirs, elle éteint les Lumières, et c'est bien tout ça que vous avez l'impression de vivre, mes chers amis, et de subir. Je convoque à ce procès en caste, et non pas le procès de Monsieur Attali, mais sur le procès de la caste, je convoque le témoin Jacques Attali, qui a dit, il y a très exactement 10 ans, alors je vous mets là, c'est une capture d'une vidéo YouTube, c'est pour vous donner les références et que vous puissiez aller rechercher cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 1h27, Jacques Attali évoque ces histoires de caste à la 23e minute et 41 secondes, très exactement, de cette vidéo. C'est Jacques Attali, Étienne Klein et Joël de Roné sur YouTube, Université de la Terre, du 12 mars 2013. Globalement, il y a 10 ans, voilà ce que disait Jacques Attali. Je vais le lire parce que je pense que c'est un peu petit. De toute manière, c'est fondamental à avoir en tête. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera à mon sens. L'humanité va se diviser en 3 catégories, les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 150 millions et ils auront tous les moyens de mouvement absolus. Déracinés, libres, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance.
À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger ou pour trouver un travail. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme et qui regardera les gens à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Alors, évidemment, dit comme ça peut sembler surprenant et pourtant c'est déjà ce que nous vivons. Cette histoire de caste de nomades de luxe, elle existe. Ce sont certains influenceurs richissimes qui sont entre Dubaï et la Thaïlande. Ce sont évidemment les milliardaires qui sont, eux, tout en haut de cette caste de luxe, puisque cette caste de nomades de luxe, comme les appelle Jacques Attali, cette caste de nomades de luxe entre celui qui est l'homme le plus riche du monde et puis le dernier des 150 millions, et bien évidemment, il n'est pas milliardaire, lui, mais il est millionnaire, peut-être même multimillionnaire. Il vit très bien, c'est un gagnant, un grand gagnant de la mondialisation heureuse. Il gagne sa vie en France, mais il va se faire taxer à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, etc., etc. Comme quoi je devrais peut-être quitter mon grenier normand si un jour je voulais espérer atteindre la caste supérieure des nomades de luxe. Mais non, que voulez-vous? C'est un petit peu plus complexe que ça. La vie est l'enracinement et l'attachement et ce n'est pas, et heureusement encore, que de l'argent. Et on va développer ça, mais bien évidemment, là déjà à ce stade, vous avez compris les 3 castes. Une caste très minoritaire, les grands gagnants de la mondialisation heureuse, ces 150 millions de gens les plus riches, une classe moyenne dont beaucoup font partie en France, et puis bien tous ces milliards de pauvres que vous trouvez par centaines de millions en Inde, en Afrique, dans certains pays évidemment d'Amérique latine ou en Asie. C'est le monde déjà tel qu'il est. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais vous parler des inégalités. Définir les inégalités, c'est compliqué, alors vous pouvez aller sur la source que je vais vous citer ici. Pareil, c'est important à ce stade du raisonnement. Là, encore une fois, je ne veux pas vous asséner des vérités, je veux partager avec vous un raisonnement, une approche intellectuelle de la philosophie un peu économique, évidemment, et politique. C'est l'Observatoire des inégalités, c'est parfaitement une source officielle. Définir les inégalités est une opération complexe et un exercice rarement pratiqué, ce qui est assez étonnant vu l'ampleur du débat sur ce sujet. Nous sommes d'accord, l'Observatoire des inégalités et moi-même, sur ce constat. Le dictionnaire nous dit qu'une inégalité est ce qui n'est pas égal. Bon. Et qu'une égalité, equalis en latin, est ce qui est uni de même niveau, semblable en nature, en quantité, en qualité et en valeur. Semblable, ça ne veut pas dire déjà identique. Semblable ne veut pas dire identique. Donc ce qui est semblable et ce qui est à peu près équivalent en nature, en quantité, en qualité, en valeur, ça veut dire qu'il peut quand même y avoir des différences légères, mais il peut y avoir des différences. C'est implicite à cette notion. Note le dictionnaire Larousse. On reste sur sa fin. Mais pas tant que ça, messieurs et madame. L'Observatoire des inégalités. À l'Observatoire des inégalités, nous proposons la définition suivante. On peut parler d'inégalité quand une personne, et alors là, accrochez-vous bien, je pense que ça va vous paraître d'une limpidité totale, quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, sous-entendu, et qu'une partie des autres ne détient pas. Que voulons-nous dire par là ? Cette définition mérite quelques explications. Alors, une définition qui n'est pas compréhensible et qui nécessite quelques explications n'est pas une définition. C'est de l'idéologie, mais ce n'est pas une définition. Et derrière, vous avez des paragraphes entiers
de ramage, avec les deux rames et les deux pagaies, donc on rame et on pagaie, pour essayer de donner une définition qu'on va tordre dans tous les sens, des inégalités, pour en faire évidemment un objet idéologique, un objet politique, un objet d'endoctrinement et un objet d'avancée d'une certaine pensée. Et si je vous parle des inégalités, c'est que les inégalités s'inscrivent dans la lutte des classes, intrinsèquement. On a tous des relents marxistes, surtout en France. Et donc cette culture marxiste, communiste, LFI, socialiste, qui est très prégnante en France, elle est basée sur deux idées, l'idée marxiste de la lutte des classes et l'idée plus moderne de la lutte contre les inégalités. Bon, on est la lutte contre les inégalités. Et puis alors là, on vous en fait une liste à l'après-vert, les inégalités hommes-femmes, les inégalités entre genres, les inégalités d'origine, les inégalités d'origine sociale, ethnique, géographie. Et là, on vous fait toutes les inégalités possibles et inimaginables, mais évidemment, le monde est inégal, nous naissons de toute manière de manière profondément inégale, mais cette lutte contre les inégalités, ce sont des inégalités cultivées. Et donc, c'est une fausse barbe, c'est un faux nez, c'est l'arbre qui cache la forêt, d'accord? Concentrez-vous sur les inégalités, pauvres manants. Mais ces inégalités, nous les cultivons, puisque, alors quand je dis nous, c'est ni vous ni moi, hein, bien évidemment, ce sont ceux qui nous dirigent, qui cultivent ces inégalités, avec constance et de manière très consciencieuse, vous le remarquerez, décennie après décennie. Plus on vous dit qu'on va lutter contre le chômage et plus vous avez de chômage, plus on vous dit qu'on va vous lutter contre les inégalités, en réalité, plus les inégalités sont prégnantes, puisqu'on passe d'une société qui était à peu près égalitaire, à une société de caste. Et plus nous allons loin dans cette société de caste, plus on vous met un écran de fumée merveilleux sur cette lutte des inégalités cultivées volontairement. Vous ne pouvez pas lutter contre ces inégalités si vous ne savez pas ou ne voulez pas les définir. Et c'est pas facile à définir, mais on pourrait quand même les définir un petit peu, hein, et de manière un peu moins fumeuse que ce que fait l'Observatoire des inégalités. Et je vous invite vraiment à aller voir leur texte, c'est abscon, et quand on définit les inégalités de cette manière-là, c'est un truc vraiment, encore une fois, d'idéologue, mais c'est pas un truc, c'est pas un outil concret pour la vie quotidienne des gens tous les jours. Vous ne savez pas ou ne voulez pas les définir, vous réduisez les contre-pouvoirs. D'accord ? Comment voulez-vous lutter contre les inégalités si vous réduisez les contre-pouvoirs, c'est-à-dire si vous empêchez un groupe de s'accaparer le pouvoir. Un groupe qui s'accapare le pouvoir est un groupe qui dirige pour lui, pour l'intérêt de son groupe, et pas pour, évidemment, l'intérêt collectif. Si vous détruisez les institutions, ce qui est en train de se passer, on détruit le corps de la préfectorale, on détruit le corps de nos diplomates, on détruit le corps médical. Aujourd'hui, tout ce qui architecturait la France est en train d'être détricoté et détruit consciencieusement, volontairement, de manière, c'est fait exprès, c'est une vision politique de destruction de ce qu'est la nation. Or, si vous détruisez l'ensemble des institutions, vous détruisez la protection des faibles. Les institutions, c'est le seul patrimoine de ceux qui n'ont rien, et on va développer évidemment cette idée tout au long de cette petite présentation. Si vous détruisez l'école et l'instruction étant la première, évidemment, égalité des chances. Quand Jules Ferry fait l'école, c'est pas Jules Ferry qui a fait l'école, mais bon, faisons une généralité, Jules Ferry, l'école obligatoire, après Charlemagne, qui a eu l'idée folle d'inventer l'école, c'est la première égalité des chances, bien évidemment. L'accès au savoir, l'accès au diplôme, le fait de pouvoir passer un concours qui est anonyme, on ne vous demande pas qui vous êtes, d'où vous venez, votre couleur, votre orientation, on ne vous demande rien là, d'accord ? Le concours est par nature anonyme, et donc vous présentez le concours, vous avez des notes et vous êtes reçu au concours ou pas, c'est ce qui est évidemment de plus juste en termes d'égalité des chances. Vous détruisez la santé, l'hôpital et les soins. Comment voulez-vous donner et lutter contre les inégalités ? Vous détruisez la sécurité. Or, il ne peut pas y avoir de développement collectif ou même évidemment individuel sans sécurité. Comment voulez-vous, mes amis, que un individu qui vit dans la pire des insécurités physiques puisse consacrer du temps de cerveau disponible
aux études, au fait de travailler, quand il ne peut même pas assurer sa sécurité quotidienne. Donc, vous ne pouvez pas détruire la sécurité, encore plus dans certains quartiers, et exiger ou faire croire que vous luttez contre les inégalités. C'est complètement délirant à ce niveau-là. Et enfin, comment voulez-vous lutter contre les inégalités cultivées si vous détruisez le psychisme des gens, ce qu'ils sont, la théorie du genre? Vous êtes peut-être finalement pas un garçon, vous ne sentez pas un petit peu fille, tu te sens pas un petit peu... Le problème n'étant pas que certains se sentent filles ou garçons, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de déstabiliser tout le monde, c'est très différent. Les écrans qui sont terrifiants dans les effets destructeurs qu'ils peuvent avoir chez les plus jeunes, la concentration qui s'effondre au même rythme évidemment et qui précède l'effondrement scolaire, les drogues omniprésentes, les psychotropes prescrits par millions, etc., etc. Vous détruisez le psychisme des gens et vous pensez que vous luttez contre les inégalités en faisant tout ça? Non. Parler de cette fausse lutte contre les inégalités cultivées, et j'insiste sur le fait qu'elles sont cultivées, volontaires, consciencieusement entretenues et développées au détriment de la majorité de la population, c'est pour mieux éviter de parler de la lutte des castes. Cette guerre qui est menée, qui vous est menée, qui nous est menée, et cette guerre qui nous est menée, comme le dit Warren Buffett, c'est nous, les très très riches mondialistes, qui sommes en train de la gagner. Et donc, aujourd'hui, on va tout faire pour dénoncer cette guerre, pour la nommer, pour en parler, pour l'expliquer et pour voir évidemment comment on peut réagir. La société des castes, la société de castes, c'est quoi? Et là, nous, on va la définir, mes amis. C'est une société de castes, c'est une société qui est hiérarchisée, composée de groupes sociaux endogames, c'est-à-dire qu'on se reproduit au sein même du groupe social concerné, aux relations fortement codifiées. Cette notion est distincte de celle de tribus, de clans ou d'ethnies, où là, c'est une appartenance qui est beaucoup plus géographique, parfois même génétique. Elle n'a pas obligatoirement de connotation de pureté religieuse, la caste. Et d'ailleurs, ça c'est hyper intéressant, c'est que entre un milliardaire saoudien musulman, un milliardaire chrétien américain, vous avez bien plus de proximité, de convergence de vues qu'entre un milliardaire américain ou un milliardaire saoudien et le dernier des paysans qu'ils peuvent avoir dans leur pays. Quand je dis le dernier des paysans, pensez plutôt au dernier des pauvres, au dernier des SDF. Je ne veux rien dire de méchant par rapport aux paysans. Loin de là, j'adore les paysans et je pense que c'est un métier, c'est l'un des métiers de base et l'un des métiers les plus fabuleux. Donc, mais si vous voulez, c'est justement le mépris de caste que je veux désigner ici, et c'est comme ça qu'il faut évidemment l'entendre et le comprendre. C'est un mépris de caste, et ce mépris de caste, il est par rapport à ces très riches qui considèrent tout ce qu'il y a en dessous comme ne valant rien, d'accord? Et les paysans sont bien considérés comme ça, quand vous voyez comment ils sont traités par Bruxelles, ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe aujourd'hui aussi partout un peu en Europe, sur les nouvelles législations qu'on passe contre les paysans, c'est vraiment un véritable mépris de caste qu'ils subissent. La société de caste se distingue des sociétés d'ordre établies sur une hiérarchie de la dignité et des sociétés de classe fondées sur des critères de fortune. Ici, la société de caste, vous l'avez compris, ce sont les trois castes déjà définies par Jacques Attali il y a 10 ans, en 2013, et cette société de caste, et ça c'est important, elle est fondée sur l'argent, le pouvoir octroyé par ce dernier, reposant sur la capacité à comprendre et intégrer les modèles de captation de richesse, de captation d'argent, nécessitant des connaissances, ça c'est une chose, et un mindset, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un état d'esprit, comme on pourrait le traduire en français. Cette caste, elle est mondialiste et elle veut détruire les États qui sont la protection de ceux qui n'ont rien, mais une entrave majeure pour ceux qui ont tout. Je reprends parce que ça c'est très important comme idée. Les États sont l'ultime rempart et la protection de ceux qui n'ont rien, mais c'est l'entrave absolue pour ceux qui ont tout ou qui veulent encore plus. Et là vous commencez à comprendre la nature de cette guerre terrible qui est menée par cette caste de riches contre l'immensité des gens pauvres, et c'est une guerre qui passe par un combat terrible contre les États,
les nations, les institutions, explication. Détruire la Constitution pour faire émerger la société de caste. Et c'est ça que vous vivez depuis 20 ans, de manière très exacerbée, et depuis 10 ans de manière encore plus prégnante. Souvenez-vous des articles, des 3 premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le texte fondateur par lequel commence la Constitution française, actuellement en vigueur dans notre pays, mes amis. C'est quand même pas rien, c'est juste le texte de base à partir duquel nous avons défini, construit l'ensemble de nos institutions et de la répartition des pouvoirs. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Donc nous sommes profondément inégaux par la vie, mais égaux en droit. Et c'est une immense avancée, évidemment, intellectuelle, politique et sociale. J'ai les mêmes droits que toi qui m'écoutes, même si je gagne plus, même si je vaux plus sur le plan de mon compte bancaire, mais par contre, socialement, politiquement, à l'hôpital, devant les soins, à l'école, nous avons, devant un juge évidemment, nous avons les mêmes droits. C'est une rupture majeure, c'est fondamental. Or aujourd'hui, on est en train de créer une caste qui est plus égale évidemment que les autres. Les distinctions sociales, il peut y en avoir, et donc ça peut paraître inégal, mais ce ne sera pas inégal parce qu'elles seront fondées uniquement sur l'utilité commune, et qui parle d'utilité commune, parle de bien commun, et parle donc d'utilité collective. Voilà, donc je peux avoir un avantage, encore une fois, le gendarme qui est logé dans une caserne, mais il est au service du bien commun, et donc il peut être appelé, y compris la nuit, 24 heures sur 24. Donc c'est à ce titre-là qu'il peut bénéficier d'un logement. Donc il y a bien une distinction sociale, il dispose d'un logement de fonction, mais il y a une contrepartie à ça, c'est l'utilité commune, c'est-à-dire que le gendarme, à 4 heures du matin, il peut être amené à aller gendarmer à n'importe quel moment, parce qu'il y a un méchant et un brigand qui est en train de faire une bêtise. Et donc le gens en armes doit aller faire son travail et veiller à la paix civile, à la paix commune, l'État devant nous assurer évidemment la sécurité. Ça, c'est l'esprit des textes. L'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, c'est-à-dire que toute association politique, tout parti politique doit assurer ça, et doit assurer ces idées-là. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Quand même très très clair. Et article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Donc vous voyez pourquoi évidemment il y a eu cette lutte terrifiante et terrible contre les nations. Nul corps, nul individu, nul groupe, nulle caste, pourrait-on rajouter, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, évidemment. La Constitution a pour but d'empêcher la création d'une société de caste. Nos textes et nos institutions sont d'une étonnante modernité philosophique, et pour cause, mes amis, c'est la Révolution française. Et donc, l'ancien régime était évidemment une société de caste. La noblesse, le clergé, le tiers-état, je crois que nous avons tous à peu près appris ça à l'école. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est résumé de cette façon-là. Et vous voyez bien que nous sortions d'une société de caste. Et ces textes-là, ces institutions-là, elles avaient pour vocation, pour idée d'empêcher la prise de pouvoir par une petite catégorie qui aurait imposé sa caste et ses pouvoirs aux autres. C'était ça l'idée. Alors maintenant, on va se demander comment on peut lutter contre la société de classe, contre la société de caste, et s'adapter non pas à la société de classe, mais à la société de caste, c'est-à-dire à force de faire mes jeux de mots entre la lutte des classes et la lutte des castes, moi aussi je finis par m'embrouiller. Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous, et puis elle ne va pas vous louper. Donc ça, c'est le volet collectif. Alors, il y a évidemment 2 échelons au niveau collectif et au niveau individuel. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout antinomique, loin de là. Au niveau collectif, lutter contre la société de caste, pour lutter contre la société de caste, il faut avoir une lutte politique. Et donc pour avoir une lutte politique, il faut avoir une conscience politique non pas de devoir mener une lutte des classes, mais de devoir mener une lutte des castes, et il faut en finir avec la lutte des classes
à la LFI, à la Mélenchon, à la Coco, pour justement définir ce qui est prégnant aujourd'hui, la manière dont les choses ont évolué, dont le combat politique a évolué. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une lutte des classes coco dans laquelle on se roule en France et qui est dramatique parce qu'évidemment, on en oublie complètement l'essentiel, qui n'est pas une lutte des classes, mais qui est bien une lutte des castes. Et pour ça, le problème, ce ne sont pas les inégalités, le sujet, c'est les égalités, c'est l'égalité des chances. Donc il ne faut pas parler des inégalités, il faut arrêter de parler des inégalités, il faut arrêter de vouloir lutter contre les inégalités. Tout ça en plus n'est pas constructif, c'est négatif. Je ne suis jamais contre quelque chose, je suis toujours pour quelque chose. Et je ne suis pas contre les inégalités, mes amis. Je suis profondément, politiquement, intellectuellement, philosophiquement, viscéralement pour l'égalité, ce qui n'a strictement rien à voir, puisque réfléchir à la manière dont on assure l'égalité des chances n'a rien à voir avec la manière dont on va faire des choses pour lutter contre des inégalités. C'est très différent, et ces différences de postulat changent tout politiquement. N'oubliez pas, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Il faut avoir conscience que certains veulent imposer leur caste. Il faut le comprendre, il faut le théoriser et il faut le combattre d'un point de vue évidemment intellectuel, politique. Et c'est ce que je fais avec cette vidéo qui est importante et qui, je l'espère, vous intéressera, vous ouvrira des champs de réflexion, vous donnera envie de la partager massivement pour justement rentrer dans un acte politique de résistance intellectuelle à l'oppression, non pas d'une classe dominante, mais d'une caste dominante, minoritaire, mondialiste, richissime, gagnante de la mondialisation, et qui vous vend la lutte contre le climat pour mieux vous asservir, alors qu'elle se fiche comme de sa dernière chemise made in China et très polluante, au bilan carbone désastreux, de la protection de l'environnement, puisque c'est cette caste-là qui détruit tout. Je rappelle d'ailleurs, si vous regardez le bilan carbone des Français et que si vous regardez le bilan carbone des grandes multinationales, côté au CAC 40, vous allez rigoler. Et si vous regardez le bilan carbone des Français et si vous regardez le bilan carbone des grandes multinationales cotées dans le monde, vous n'allez pas rigoler, vous allez carrément vous étouffer, tellement vous allez découvrir une autre manière de comptabiliser, de regarder, de comparer. Donc continuez à ne pas faire de gosse, mais vous verrez que ce n'est vraiment pas le sujet. Opposer l'institution et l'esprit de opposer les institutions et l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut réaffirmer avec force que ces institutions sont un rempart, que les institutions, nos textes fondateurs, notre Constitution, l'histoire de celle-ci s'inscrit justement dans l'idée fondamentale que les institutions, l'État, la nation, nos textes fondateurs sont le rempart de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont tout. Et ça doit vivre, ça doit être dit, redit, reporté, parce que les gens sont en train de l'oublier. Et je vous renvoie à plus jamais ça, mais bien sûr que si, encore ça, toujours ça, parce que c'est toujours la même chose, l'être humain oublie, et moins l'être humain est cultivé, moins l'être humain réfléchit, et plus évidemment on lui fait prendre des vessies pour des lanternes, la lutte contre l'égalité comme étant quelque chose de positif, alors qu'en fait on est en train de l'empapaouter dans une liste, dans une guerre des castes que évidemment les milliards de pauvres sont en train de perdre. Après, vous avez un volet individuel. Et ce volet individuel, c'est pas sauter de classe sociale, mais c'est là sauter carrément de caste. Et donc ça, c'est le volet individuel. Comment je fais pour sauter de caste? Lorsque je vous parle d'accumulation de richesses, de la nécessité d'avoir une vision patrimoniale, et que je vous en parle vidéo après vidéo, c'est pas un hasard. Alors, j'ai plein de critiques, gna gna gna, je peux pas devenir riche, gna gna gna, c'est compliqué, et gna gna gna, il n'y a que l'argent qui vous intéresse, et gna gna gna. Bon, vous connaissez tout ça, vous le voyez, c'est dans les commentaires. Peu importe, vous pouvez continuer à vous laisser vivre, à vous laisser porter. C'est exactement ce que ceux qui sont dans la caste dominante attendent de vous. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'ils font. Ils sont en train de vous
retirer toute votre énergie vitale, toute votre envie, toutes vos volontés, et ils sont en train de vous castrer. Voilà, ils sont en train de vous castrer au sens large du terme, et tous ceux qui disent « c'est pas possible », eh bien c'est bien, vous avez été complètement castré, vous faites partie des perdants de la lutte des castes, et vous êtes perdant, vous êtes aussi évidemment victime, et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, et de démontrer, et d'essayer de prouver, de démontrer, que vous êtes victime d'un environnement qui vous conduit à cette attitude-là, le mindset, l'état d'esprit, dans ce que j'ai essayé de définir un petit peu plus haut, et on vous en prive, on vous empêche de le développer, on vous maintient dans les inégalités, les injustices, les machins, etc. Mais pauvres, vous êtes victime, blablabla, gna gna gna. Bon. Et donc on n'avance pas, et donc on ne développe pas de patrimoine, on n'a pas l'ambition, évidemment, de sauter de caste, et puis sauter de caste, c'est tellement dur. Et ce n'est pas par vénalité que je vous en parle, mais parce que dans la société de caste qui est la nôtre, vous devez avoir une stratégie de caste. Donc à titre individuel, dans une société de caste qui se développe, votre objectif est, pour pouvoir arriver quelque part, encore faut-il savoir où on veut aller, donc il faut se définir un objectif et se donner un objectif, et donc l'objectif c'est quoi? C'est de passer à la caste évidemment supérieure. Comment on le fait? On le fait toujours par les mêmes recettes. Moi, c'est ce que j'appelle le triptyque PEL, patrimoine, emploi, formation. D'accord? Localisation. Parce que votre localisation, évidemment, elle joue sur votre niveau de vie, votre capacité à investir, votre niveau de dépenses, etc. La stratégie de caste, c'est la vision de caste, et la vision de caste est une vision dynastique. Et une vision dynastique, c'est une vision qui intègre le temps long. Vous croyez quand même pas que ceux qui créent des fondations, c'est pour faire don de leur pognon. Quand on crée une fondation aux États-Unis, on ne paye pas d'impôts sur les successions. Et qui c'est qui est président, qui est patron de la fondation, qui vit dans la maison de la fondation, qui vit dans les maisons de la fondation, dont le yacht appartient à la fondation, dont les jets privés appartiennent à la fondation? Eh bien, ce sont les héritiers du fondateur de la fondation. Voilà. Mais on n'a pas payé d'impôts. D'accord? Et on achète évidemment de l'influence. On est dans la caste qui évidemment dirige le monde. Et donc, ce sont des gens qui ont des visions dynastiques, qui transcendent les générations. Dans une société de caste, abordez les choses, vous aussi, de manière dynastique, en transcendant les générations. Ce que vous allez accumuler, les bases que vous allez poser de votre stratégie patrimoniale, eh bien, vous devez instruire vos enfants de la manière dont ils devront poursuivre votre travail, les préparer à le faire, leur donner cette vision de caste, cette vision dynastique et donc cette vision évidemment de long terme. Et organisez-vous pour aider vos enfants à sauter de caste, car il se peut que vous n'y arriviez pas de votre vivant, comme je n'y arriverai sans doute pas de mon vivant. Pourquoi? Parce que dans un pays type de l'OCDE, source OCDE, vous avez là, il faut en moyenne 5 générations pour que les enfants de familles pauvres puissent atteindre le niveau du revenu moyen dans leur pays. Donc, pour globalement changer de classe sociale, je n'ai pas dit de caste, de classe sociale, et donc la classe sociale, si on prend ça en termes de revenus selon les déciles de l'INSEE, vous en avez 10 des classes sociales. Donc si vous êtes dans le premier décile, avant que vous arriviez à la moitié au 5e décile, il faudra 5 générations. Donc évidemment, il faut avoir une vision d'éducation, d'instruction, de transmission, de préparation, de poser les bases. C'est le fameux effet cumulé dont je vous ai parlé dans plein de vidéos. Ça met beaucoup de temps et donc il ne faut pas non plus hésiter à avoir cette stratégie de caste qui est une vision dynastique. En conclusion, ce n'est pas la lutte des classes, mais c'est une guerre des castes et il faut changer votre logiciel. Et il faut sortir du logiciel marxiste pour rentrer dans le logiciel de Warren Buffett. Donc voilà, on va appeler ça le logiciel buffien. Et donc, c'est une guerre des castes. Ou dans le logiciel de Jacques Attali, c'est une guerre des castes. Jacques Attali en a parfaitement parlé le premier. Et s'il vous plaît, restez modérés dans les commentaires à ce sujet-là. Résister politiquement et collectivement en s'appuyant sur l'esprit des institutions et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
comme boussole, et c'est très important. Encore une fois, moi je suis très attaché à ces textes parce que je trouve que ces textes et ces institutions, quand on rentre dans le détail, sont extrêmement bien faits, extrêmement bien conçus pour justement assurer, ou en tout cas quand ils ne sont pas dévoyés, assurer cet équilibre des pouvoirs, cette pondération et donc cette finesse dans la gestion d'un État et d'une nation. Et vous l'avez compris, nos institutions ont été totalement dévoyées et elles nous sont confisquées. Et ce mal-être démocratique que vous éprouvez provient justement de ça et de cet éloignement de nos textes fondateurs, parce que une caste, c'est accaparer les institutions, c'est accaparer la presse, c'est accaparer les médias, c'est accaparer le pouvoir de légiférer et donc est en lutte contre les nations qui nous protégeaient tant. Avoir une vision d'adaptation individuelle à cette société de caste qui passe forcément par une ambition personnelle et familiale, c'est cette vision dynastique de long terme. Cette guerre des castes est très darwinienne, car seuls survivent ceux qui se forment, réfléchissent, pensent, se cultivent et travaillent fort. Ce que l'on ne dit plus aux gens pour qu'ils restent collés dans leur caste inférieure. Et n'imaginez pas que l'effondrement du niveau scolaire soit que le fait du hasard. Plus vous êtes concon, couillon, inculte, plus vous êtes évidemment manipulable, plus vous parlez en émoticône, c'est-à-dire en émotion et en pictogramme, et en gros vous en êtes au niveau du dessin. D'accord? C'est ça la réalité. Petit bonhomme content, et clic, hein? Petit, il fait un clin d'œil, clic, hein? À tous les messages, clic, hein? Petit clin d'œil, clic, pour dire que je suis gentil, clic, je suis sympa, clic, petit clin d'œil, clic. D'accord? Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'appauvrissement affligeant de la pensée qu'on nous impose, clic. Voilà, hein? Et à chaque fois vous ferez un petit clic, petit bonhomme content, point virgule, parenthèse, clic, hein? Qui clignote, bon, hein? Ou petit cœur, bisous. Je t'aime, hein? Non, bon, on ne parle même plus, on se fait des émoticônes, des émotions en hiéroglyphes. C'est affligeant, c'est 5000 ans de recul, c'est effroyable. N'imaginez pas que ce soit le fruit du hasard, c'est volontaire et ça vous maintient dans une incapacité, évidemment, à changer de caste et vous êtes une caste inférieure consentante. Dans un monde de médiocrité, de paresse, de loisirs, il n'a jamais été aussi facile pourtant de se démarquer par les recettes ancestrales de la richesse ou de la réussite. Encore une fois, lisez simplement un livre, L'homme le plus riche de Babylone. Vous pouvez le commander, ça coûte 12 €. L'homme le plus riche de Babylone. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un grand classique. Mais, et c'est important, l'humanisme, c'est la volonté de reconnaître en tout être humain un potentiel, une utilité et une importance individuelle qui doit être valorisée. Chacun d'entre vous est important. Chaque personne est importante, chaque personne est unique. Je vous vois, je te reconnais comme mon alter ego, comme un être humain plein et entier. Et cette personne, chaque individu, chaque personne doit être valorisée, cultivée, développée pour participer à cette création d'un monde meilleur. L'humanisme, c'est vouloir chacun, pas quelques-uns, c'est vouloir que tous comptent et pas que quelques-uns comptent. L'humanisme, c'est la négation de la société de caste. Ça ne veut pas dire que l'humanisme refuse les inégalités, la vie est injuste et la vie est inégale. Mais l'humanisme refuse que quelques-uns comptent et pas tout le monde. L'humanisme, je reconnais tout le monde et je veux que tout le monde soit important, que tout le monde compte, que tout le monde puisse avoir la chance de s'épanouir et évidemment que tout le monde ait les mêmes droits. Les mêmes droits. Accessoirement aussi, les mêmes devoirs, et c'est un volet que nous n'avons pas abordé dans cette vidéo, mais sinon c'est déjà long, ce serait encore bien trop long. Le dossier du mois, et bien évidemment, il est consacré à ce sujet important, l'aide stratégie de décembre 2023 de la lutte des classes à la lutte des castes. Comment sauter de caste à votre profit?
Je vous détaille plein de techniques, de recettes, de choses à comprendre qu'on ne vous dit pas et comment faire. Et vous verrez, c'est à la fois très intellectuel mais aussi très concret dans la déclinaison de ce que l'on peut faire et des mécaniques de fonctionnement quotidiennes qu'il faut changer et prendre. Et vous verrez, je ne parle pas que d'argent, je parle de plein d'autres domaines. Il n'y a aucune fatalité à cet avenir de la société de caste. Elle doit être combattue collectivement en termes politiques. Parlez-en, dénoncez-la, faites œuvre de pédagogie, entrez en résistance intellectuelle, notamment en partageant évidemment cette vidéo. À titre individuel, si tout le monde a l'ambition de sauter de caste, alors la société de toute façon deviendra collectivement plus riche, plus créative, plus moderne et plus forte. C'est exactement l'idée de l'homme le plus riche de Babylone, où le roi va voir l'homme le plus riche de Babylone et lui demande « Mais comment pourrions-nous aider toute notre population, toute notre ville à devenir plus riche collectivement ?» Votre ambition, elle est juste, elle est bonne si elle est tournée vers la construction et le bien. C'est l'idée de propriété fertile contre l'idée de propriété futile, la simple possession de biens sans intérêt et sans but, et puis la propriété qui libère, la propriété qu'on partage, la propriété qu'on met au service des autres et de la collectivité parfois, de ceux qu'on aime ou de la famille. Bref, une maison ouverte contre une maison évidemment fermée. C'est cette très belle idée de propriété fertile qu'on peut opposer à la propriété futile qui est l'entassement de richesses sans sens et sans transcendance, dirais-je. Voilà les amis pour ces quelques considérations sur cette société de caste qu'il faut combattre politiquement et puis à laquelle nous devons nous adapter individuellement, l'un et l'autre n'étant pas antinomiques. Parlez-en autour de vous, commentez, mettez des doigts de schtroumpf, partagez, abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube évidemment. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur le site insolentiae.com/boutique ou là-haut dans le coin pour vous abonner à la lettre stratégie si vous souhaitez aller plus loin sur toutes ces thématiques patrimoniales, politiques et évidemment économiques, vous permettant de ne pas vous faire couillonner, d'anticiper et d'avoir toujours un temps d'avance sur ceux qui ne vous veulent pas que du bien, pour ne pas dire sur ceux qui vous veulent du mal. Et mon but, c'est de vous traduire tout ça, de vous le rendre intelligible et de vous permettre de vous en protéger pour que vous puissiez prendre soin de vous et soin de ceux que vous aimez et qui vous sont le plus précieux. Merci pour votre attention, merci pour vos échanges, vos partages, vos commentaires. Et on se retrouvera peut-être ou pas la semaine prochaine parce que ça va être Noël, les fêtes de fin d'année. Et il se pourrait que je sois en famille et que je ne puisse pas vous faire une vidéo, mais le cœur sera là. Et si je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, je vous retrouverai en début d'année avec un immense plaisir et une grande joie. Prenez bien soin de vous et passez de très bonnes fêtes. Salut les amis.